des démons paru chez Stock et en lice pour le prix Renaudot, prix dont on ne sait pas pour l'instant s'il sera bien remis le 10 novembre comme annoncé ou si peut-être le prix sera repoussé et le nom du ou de la lauréate connu plus tard en fonction de l'ouverture et de la fermeture des librairies. Bonjour à vous Simon Liberati. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Les années 60 sont effectivement à nouveau le décor de ce nouveau roman, la décennie de votre enfance que vous n'avez au fond pas connue directement, mais que vous avez ressentie sans la vivre, cette fête où vous n'étiez pas, dites-vous, trop petit, ce monde qui tournait donc sans vous. Vous l'avez longtemps fantasmé au point de vouloir continuer à l'écrire, à le réinventer, ce monde ? Écoutez, ça a commencé très jeune parce qu'en fait, je pense que le travail qui amène à écrire, enfin le travail, la maturation est très lente et c'est vrai que la fascination que j'ai ressentie dès mon plus jeune âge, et quand je dis que je ne l'ai pas connu, je l'ai quand même connu parce que j'étais enfant et j'étais en 66, j'avais déjà 6 ou 7 ans et c'est un âge où on est extrêmement sensible au monde réel et aux choses qui vous fascinent. Et je crois que ça a commencé à ce moment-là et je ne savais absolument pas, évidemment, que j'allais pouvoir me rendre compte un jour, ni pouvoir essayer de fasciner, parce qu'il y a un travail de désir de fasciner, en fait, dans la manière que j'ai d'écrire. J'essaye c'est un travail de séduction, au fond. Hein. Si j'étais très franc, c'est pas... Il y a une part de vérité, mais cette vérité est utilisée pour attirer peut-être pas les lecteurs, mais attirer les âmes qui me lisent. Donc voilà. Donc je crois que le travail a été assez... j'ai toujours été très obsédé par les mêmes choses. C'est-à-dire qu'à 6-7 ans, vous aviez déjà des capteurs, mais quels étaient ou qui étaient les courroies de transmission ? Est-ce que c'était la famille, les amis ? Est-ce que c'était déjà la littérature, la musique, le cinéma ? Non, c'était la vie. C'était quand je sortais dans la rue, mes parents habitaient près du Bon Marché, qui à l'époque habite toujours d'ailleurs, près du Bon Marché, qui à l'époque était un endroit très, très modeste et provincial. Mais aujourd'hui, c'est le centre de Paris, oui, c'est le 7e arrondissement, si je ne me trompe. C'est atroce. Voilà. Mais à l'époque, donc, quand on marchait dans les rues du quartier, c'était encore vieillot. Il y avait des bonnes sœurs, des personnes d'âge vénérable. Et puis, il y avait le café de Flore. Et je passais souvent devant le Flore. Et je pense que c'est le café de Flore, en le voyant de l'extérieur, en voyant les gens qui y étaient. Les gens étaient extravagants à l'époque, ou Lippe, ou les choses comme ça. Donc, ce boulevard Saint-Germain émanait déjà quelque chose. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir partir en vacances dans une très modeste maison qui appartenait d'ailleurs à un gendarme à Saint-Tropez. Et, enfin, pas un gendarme, un policier en moto, en fait. Et j'ai vécu aussi de 1970 à 77... le Saint-Tropez de l'époque était quand même assez flamboyant, enfin dans mes yeux d'enfant, hein, c'est sûrement déjà très vulgaire, mais pour ceux qui avaient aimé celui des années 50, mais voilà, voilà. Donc c'était la réalité qui me plaisait. Les livres, je lisais pas de choses là-dessus, il y avait peu d'informations sur des sujets, à part les journaux, les choses comme ça, il y avait peu d'informations, on n'avait pas d'ordinateur, tout ça, donc c'était des rêves. Je ne savais même pas quelle tête avait Andy Warhol, je savais que ça me plairait, Andy Warhol, mais je ne savais même pas quel visage il avait. Vous nous parlez du Saint-Germain-des-Prés, celui de votre enfance, qui est loin de l'imaginaire plus policé qu'on en a aujourd'hui. Oui. Il y en a donc peut-être eu un autre. Où vous êtes aussi, vous, peut-être à un moment brûlé les ailes dans ce monde. Est-ce qu'il est visible ou souterrain ? Ce qui est intéressant dans ce roman encore, c'est que c'est une affaire de frottement. Vous êtes dans une écriture du frottement, et notamment du frottement des époques. On voit clairement deux mondes, deux époques qui se croisent. Aragon, qui aperçoit de loin, sans le voir, Andy Warhol, Truman Capote, qui est de passage à Cannes, incognito, Johnny Hallyday, qui passe au concert de James Brown. On aurait eu du mal à les associer tous au même moment, et vous le faites, à raison, dans ce livre. À Paris, la mode était à la politique, écrivez-vous. Et les décadents new-yorkais n'étaient pas en position de force. Jeunet, passe aux Black Panthers, se fichait des films de Warhol. La haine de son dernier, pour la nouvelle vague, n'était que l'écho du désintérêt, un peu gêné, qu'il suscitait à Paris, comme à Cannes. Comment vous arrivez à réunir ces deux époques ? Tout simplement, je me renseigne, je vois les connexions. La plupart des faits que j'évoque n'ont pas l'effet romanesque, mais disons l'arrière-plan, on va dire, réel. C'est-à-dire que Warhol est bien venu à Cannes en 67 pour présenter Chelsea Girls, qui n'a pas été présenté parce qu'ils ont eu peur de le montrer, et puis c'était difficile à montrer. Il y avait 2 projections en même temps, enfin c'était compliqué, et il s'est en effet pris une claque quand il a présenté son film à la Cinémathèque. Tout ça, c'est vrai. Aragon était
été au concert de James Brown, c'est un témoin qui me l'a raconté. Voilà, et Aragon et Elsa étaient toujours intéressés par la culture populaire. Elsa adorait Johnny Hallyday, Aragon a fait beaucoup de textes sur la chanson, il s'intéressait à tout, même la chanson de Nicolas Perrac, qui chantait Aragon n'était pas un minet, ça lui plaisait, il le jouait sur les jukebox des cafés. Donc voilà, c'est ça qui m'a amusé, c'est ce contraste. Vous savez, les époques se terminent, les autres commencent, il n'y a pas de coupure nette, donc il y a toujours l'ancien monde qui contemple le nouveau, et si on arrive à les mettre en contact, ce que font un peu mes personnages, parce que l'idée du livre, c'est aussi des jeunes gens qui s'amusent à essayer de rentrer dans la vie et dans l'œuvre de Truman Capote, qui à l'époque est en train d'écrire Prières exaucées, le livre qu'il ne pourra jamais écrire parce qu'il prend trop de drogue, d'alcool et qu'il voit trop de gens du monde. Et voilà, donc si vous voulez, ils essayent de rentrer dans ce livre. La réalité, pour moi, la fiction, voilà, c'est intéressant à partir du moment où je peux jouer avec ce plan-là, c'est-à-dire ce que j'ai fait sur d'autres bouquins d'ailleurs, d'avoir ces interférences et ces chocs. Alors un mot de cette fratrie, justement, de ce trio infernal. Quelle est la nature des liens qui les unit? Comment vous les définiriez, ces liens? Oh, c'est inspiré. Vous savez, j'ai toujours écrit depuis mon premier roman sous inspiration. Et alors à l'époque, je l'avais même pas lu d'ailleurs, des Enfants terribles de Cocteau. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs pratiquement le seul livre de Cocteau que je connaisse, enfin à part ses poésies superbes de jeunesse. Et donc voilà, donc c'est une famille, on va dire, un peu étrange, qui est livrée à elle-même, des enfants livrés à eux-mêmes, qui jouent à des jeux dangereux et qui sont, dans une bonne partie, tentés par des relations incestueuses, par des expériences limites, tout ça dans le cadre d'une maison qui part un peu à volo, comme une sorte de maison huchère au bord de la Seine, quoi. Cette décennie que vous racontez, ou cette fin de décennie, puisque le roman se situe plutôt sur la dernière partie des années 60, vous avez eu visiblement besoin, une fois encore, de la repeupler avec des visages à la fois connus et des êtres qui sont vraiment des êtres de chair et de papier qui sortent directement de votre imagination. Vous le dites d'ailleurs, certains de mes personnages sont entrés avec fracas dans mon imaginaire. C'était le cas de la famille Manson autour du meurtre de Sharon Tate en 69, comme vous l'écriviez dans California Girls. Et puis il y en a d'autres, c'est vous qui leur avez ouvert la porte de votre imaginaire. C'est le cas de cette fratrie? Oh oui, c'est un vieux projet. C'était le premier projet que je voulais écrire quand j'avais 16 ou 17 ans. Je voulais écrire l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vivaient une relation particulière et qui se laissaient aller à partir dans les drogues et dans ces choses-là. Ça a toujours été mon thème. C'était le thème du premier livre que j'ai écrit. C'est resté au fond un thème, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas bougé depuis l'âge le plus tendre. C'est-à-dire que mes goûts sont définitivement figés, ce qui est d'ailleurs une forme de force et une forme de faiblesse aussi, de fragilité au fond, parce que je ne sais faire que ça au fond, donc je fais ça. Mais vous brouillez quand même un peu les pistes en mélangeant des personnages ayant réellement existé, comme on dit parfois dans la bande, dans le générique d'un film, et des personnages de fiction. Est-ce que ces derniers, ce sont aussi, diriez-vous, un peu vos avatars, ceux qui vous permettent d'entrer en discussion avec les morts, avec ces icônes, ces figures et peut-être ces démons qui donnent leur titre à votre roman, Simon Liberati? Écoutez, je crois que je ne vais pas reprendre la phrase célèbre sur Madame Bovary, mais c'est vrai que je suis très proche de mon héroïne principale, qui est donc Taïné Tcherepakine, très proche et puis vous savez, c'est diabolique tout ça, c'est le cas de le dire, mais les personnages, vous les faites naître et puis après ils vous tiennent. Ils vous tiennent, ils vous soutiennent et parfois ils vous perdent. Donc si vous voulez, la relation, et j'ai eu le plaisir, parce que vous savez en ce moment il y a une tendance dont j'ai d'ailleurs fait un peu partie par moment, à ne plus considérer que la fiction soit à l'ordre du jour. Et moi je me suis forcé, et au début ça n'a pas été facile, de retourner à la fiction après avoir écrit des livres un peu sur moi-même ou sur des faits divers qui me permettaient de ne pas parler de moi en fait. Et là, en rejouant cette carte-là, je ne pensais pas que ça me troublerait à ce point-là. Je suis encore en train d'écrire parce que c'est un livre qui va faire trois volumes. Donc là, je suis assez curieux d'ailleurs de répondre à des questions et de parler, d'avoir des réactions sur un livre qui est en cours. Et je sens que le personnage principal est en train de m'entraîner
de m'engloutir avec elle, et c'est une sensation à la fois très douce et très angoissante. Alors dans Les Démons, Taïné, elle vous emmène déjà en voyage, hein, et vous la suivez de New York à Bangkok, à Rome, dans cette décennie des années 60. Vous évoquiez Truman Capote en 66 dans une interview mythique à l'hôtel Ritz, que vous connaissez peut-être, Simon Liberati. Le journaliste lui demande, dans un entretien autour de sang-froid, s'il est fasciné par la mort, par le versant nocturne de la nature. Fascinated by death? Don't you think everyone is? Ne pensez-vous pas que tout le monde l'est? Je veux dire, j'ai écrit et publié mon premier livre à 22 ans, Les Domaines hantés. Et dans ce livre, il est tout à fait clair que j'étais dans une certaine mesure fasciné par la mort. Mais je pense que la plupart des gens qui ont une nature plutôt mystique et poétique sont fascinés par la mort. Vous pensez que, obsédé par la mort, j'ai écrit ce livre documentaire de sang-froid, à la fois comme un prétexte et comme poussé par la malice de la nature humaine. Mais je ne pense pas que ce soit pour cela que j'ai écrit ce livre. Parce que ce que je voulais faire était écrire un document. Parce que le livre, je veux dire le choix du sujet, fut un accident. Ce que je voulais faire, c'était mêler le journalisme et la technique romanesque. Aussi, lorsque j'ai commencé à écrire le livre, ce n'est certainement pas par obsession de la mort. Mais je ne vois pas ce que vous voulez dire, parce que j'ai toujours été attiré par le versant nocturne de la nature. Voilà, on a envie de vous poser évidemment la même question, Simon Liberati. Comment parler après lui? Je ne connaissais pas cette interview, longtemps j'avais pas entendu sa voix, et la manière dont il dit « Domaine hanté », c'est tellement joli. Est-ce que vous êtes fasciné vous aussi par la mort ou par le versant nocturne de la nature? Oui. Plutôt. Oui, moi franchement, j'ai toujours été obsédé par les photos de cadavres. J'ai toujours pensé d'ailleurs que la photographie n'avait que deux offices vraiment réussis, c'était la pornographie et la photo de cadavres. C'est là où elle surpasse absolument tout autre médium. Et c'est vrai que voilà, j'ai été toujours obsédé par les gens qui avaient des destins, tragiques ou en tout cas violents. Et pourquoi ça sur la photographie? Parce que ça fixe quelque chose qu'on ne peut pas saisir autrement? Oui. Par exemple, il y a des photographies de l'accident de Mansfield qui sont dans le livre de Kenneth Anger, Hollywood Babylon. C'est indéniable. Ces photos m'ont obsédé dès que je les ai vues, et ça n'a rien à voir avec une peinture ou avec un récit ou avec. C'est un choc. Alors ça c'est certainement fait partie de ma formation émotionnelle, et ça m'a en tout cas et je m'en suis même d'ailleurs, j'ai écrit des descriptions de photographies. Il y a souvent des descriptions de photographies dans mes livres, et dans presque tous, et voilà, donc c'est sûr, la fascination. Je vous parle de la fascination réelle là après c'est la fascination du mal aussi, évidemment, le problème du mal qui est je lisais tout à l'heure, et je pourrais pas le reproduire de vive voix parce que j'ai pas assez de mémoire, un texte superbe d'André Breton qui était la préface de Melmoth de Mathurin. Et il parlait du problème du mal et de la manière dont Melmoth a réussi à rendre le problème du mal et la fascination du mal. Et il parlait aussi de Sade. Sade a été un de mes formateurs. J'ai été un grand lecteur vers l'âge de 18 ans, et même un peu avant du Marquis. Et donc voilà, donc c'est pas choses... pour rien qu'il y a un Donatien dans le roman, on imagine. Oui. C'est pour ça qu'il s'appelle Donatien. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils s'appellent tous Donatiens. Dans cette veine sadienne qu'on trouvait déjà notamment dans l'Hyper-Justine, Simon Liberati, à travers les pratiques, les mœurs d'Emmanuel à Bangkok, on la retrouve ici avec ce clin d'œil au film Emmanuel, qui est une adaptation du roman d'Emmanuel Arsan, d'origine thaïlandaise, qui est là dans votre livre, marié à un diplomate français. Elle était incarnée à l'écran par Sylvia Christel. On retrouve aussi donc cet univers-là. Mais je voulais vous demander, à propos de littérature et de la force des imaginaires,
Si on reprend l'assassinat de Sharon Tate par les adeptes du gourou Charles Manson, affaire qui vous a aussi, tragédie, intéressé en littérature. Tarantino, dans Once Upon a Time, il refait le film des années 60. Il en offre une autre version. Il décide que les assassins se trompent de maison et que la femme de Polanski et ses amis ont finalement la vie sauve. Est-ce qu'on a le droit, vous pensez, Simon Liberati, de changer le réel? Est-ce que c'est aussi ça la force de la fiction, de pouvoir se réapproprier une histoire et de s'autoriser à refaçonner le monde tel qu'on le voit? Évidemment, c'est principal. Et quand vous me parlez, moi je reviens à ce que vous disiez juste avant, parce que Manson, j'en ai déjà beaucoup parlé, et puis voilà. Mais Marayat. Donc Marayat Andrian, c'est une femme qui était en effet thaïlandaise, qui avait épousé un Français, et qui était l'auteur qui s'appelait Emmanuel Arsan dans la littérature d'Emmanuel. Dans mon livre, je me suis amusé à la mettre là, parce que mes parents l'ont bien connue, je l'ai peut-être entrevue, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui a frappé ma jeunesse au même titre que les endroits dont je vous parlais tout à l'heure. Et la Marayat que je mets dans le livre, j'ai enquêté sur elle, j'ai rencontré un de ses plus anciens amis qui m'a donné des renseignements extrêmement intimes. Et donc, j'ai pu la mettre en scène dans ce livre en lui faisant rejouer des scènes, les meilleures scènes d'Emmanuel, qui n'est pas un grand livre, mais il y a des très bonnes scènes à la fin dans les quartiers rouges de Bangkok. Et j'ai réutilisé les décors qu'il y avait dans le livre Emmanuel et je la fais jouer à l'intérieur de ça. Donc, si vous voulez, je m'amuse bien avec mes petits jouets. Donc, je pense que le réel est là. Bien sûr qu'il faut intervenir sur la réalité. Vos personnages sont vos petits jouets. Oui, c'est un peu ça. Je rêvais d'avoir des êtres humains de petite taille quand j'étais enfant avec lesquels je pourrais jouer. Voilà. C'est l'écrivain Paul Morand que vous aimez bien, qui dit qu'un écrivain qui ne se concentre pas et qui n'a pas de mémoire, notamment sur ses personnages, qui les a mal observés, il s'est trompé de boulot quelque part. Sûrement. C'est sûrement ça. Est-ce que vous vivez, vous, Simon Liberati, un peu dans une dimension parallèle, une dimension qui serait peuplée de tous ces fantômes et de toutes ces références, et aussi de tous ces auteurs, de tous ces écrivains qui ont compté pour vous et dont vous parliez notamment dans 113 études de littérature romantique, où vous écrivez « Léoto, c'est ma femme ». On a l'impression que c'est vraiment votre famille. C'est fini maintenant. Il est parti, je l'ai chassé. Oui. Est-ce que justement tous ces morts-là n'ont pas une place quelque part dans votre famille? Malheureusement pour mes proches, le monde réel, pour moi, a perdu absolument tout aspect de réalité. Et d'ailleurs, parfois, je m'en inquiète moi-même. Je vis dans un monde à parallèle, comme vous l'avez dit vous-même, et je suis obsédé en permanence par mes constructions. C'est une sorte de jeu. Vous savez, on dit toujours les jeux d'enfants, l'art, etc. Ça paraît un peu banal, mais c'est ça. Et donc, je m'enferme, et de plus en plus, et plus la situation extérieure devient impénible, plus l'écrivain devient monstrueux, c'est-à-dire qu'il est obsédé, il est tourné totalement vers la fiction. J'avais envie de vous faire écouter une dernière voix avant de se quitter temporairement pour retrouver Oriane Delacroix et Henri Leblanc qui nous ont rejoints. Une voix que vous allez peut-être reconnaître. Well, how does your family feel about your being in these movies? They hate it. They're terrified. They think I'm just beyond belief, out the window with me, you know. And they've decided I shouldn't have any money. They hated the idea of my doing any modeling to make my own way. And as soon as I got into this, they're sending telegrams saying, "Oh, you've got to go model, please, just for a short time." Anyway, well, they're so horrified that it amounts to the fact that they'll endorse the modeling idea 100 times before they dream of having to deal with this. Est-ce que vous l'avez reconnue, Simon Liberati? Je ne sais pas, je dirais Edie Sedgwick, mais si je me trompe peut-être. Exactement. Qui était-elle? Edie était la superstar sûrement la plus proche de Warhol, parce que Warhol avait véritablement un rapport narcissique avec elle, puisque c'était un peu Warhol en fille et en beau. Et ils ont une relation très très forte et très fusionnelle pendant un an et demi. Et ensuite, elle l'a quitté pour Bob Dylan. Et puis, elle est morte très très jeune. Elle était une figure majeure de ma jeunesse, parce qu'il y avait son portrait dans la rue de
Debussy quand je marchais à côté non loin du café de Flore, dans le film Ciao Manhattan, et c'était une affiche qui m'a énormément frappé. Donc oui, Eddie était un personnage, c'était une sorte de Marilyn Monroe pop, totalement, et ces films, on peut les voir sur le net, si on regarde sur YouTube, il y a des choses formidables. Il y a un film où elle est sur un lit, notamment. Il n'y a pas elle ne joue pas dans Chelsea Girl, mais il y a des films merveilleux avec elle. Voilà, et dans cet entretien, le journaliste lui demande ce qu'elle pense, ce que ses parents pensent, qu'elle joue dans des films de Warhol, dans Vinyl, dans Kitchen, et elle répond: mes parents sont terrifiés, ils pensent que j'ai complètement perdu la tête. Voilà en quoi elle était évidemment pour vous, Simon Liberati, une héroïne de choix. Elle a le nom de Taxi dans mon livre, pardon, je vous interromps. Excentrique, ouais. Personnage excentrique, déjanté, perverse, malicieuse, marginale, comme l'ensemble de vos personnages. On termine avec ces mots de Truman Capote que vous lui prêtez. Si vous tenez vraiment à écrire, dit-il à Alexis, écrivain en herbe, je ne sais pas quel conseil je pourrais vous donner. Si, écrivez toutes les nuits comme Kafka et adoptez un métier de couverture. Jockey ou masseur, par exemple, vous avez de belles mains fortes qui contredisent votre apparence chétive. France Culture, il est 12h23.